Marineford, le centre du monde, le plus grand arc de One Piece? Point d'interrogation. Moi, pour moi, ça se tape avec Onigashima. Onigashima, c'est tellement un arc. J'ai tellement vécu le truc à fond dedans. Pour moi, même tiers. Même catégorie. Maintenant, je sais qu'il y en a plein qui n'ont pas aimé Onigashima. C'est votre droit. Il y en a qui n'ont pas aimé les types d'Onigashima. C'est votre droit. Moi, mon avis à moi, c'est que l'arc Onigashima est formidable. Que si on s'intéresse à l'écriture de l'arc par rapport au personnage, non, c'est la maladie mentale. Après, Marineford, t'as quand même une construction particulière qui a démarré très tôt, dès la capture de Ace au final. Allez, on y va. On va commencer par présenter le lieu Marineford et aussi les forces en présence dans ce conflit. Marineford, c'est ni plus ni moins que le quartier général de la marine, le lieu de chute et de regroupement de toutes ses forces, soldats, vice-amiraux, amiraux. C'est là que se trouve le bureau de Sengoku, l'amiral en chef. Hey, Sengoku! C'est le centre névralgique des opérations de la marine à travers le globe. Ce QG est situé à la... Y a pas à dire, hein. En manga, si vous voulez voir Eiichiro Oda Prime, en manga, Marineford, des doubles pages, tous les chapitres, des trucs de fou. Il s'est régalé et nous a régalé à chaque chapitre. Dès le début, t'arrives, boum. Le premier chapitre de Marineford, c'est full double page. T'as Marco qui dégaine, Akainu qui dégaine, Jus qui dégaine. Non, c'est incroyable. Fin de la première moitié de Grand Line. Mais bon, après, il était à quoi 12 ans de manga, peut-être, aux alentours. Tu sais, maintenant, avec le temps, on a beaucoup moins de double pages. Ce qui est normal, t'as bientôt 30 ans de manga. Bientôt 30 ans de manga. Bien, vous imaginez? Putain, 3 décennies, c'est chaud. Et marque la frontière avant d'entrer dans le Nouveau Monde, zone dans laquelle la marine exerce une influence moindre en raison de la présence des 4 empereurs. Le fait que le QG de la marine se situe juste en dessous de la demeure des dragons célestes marégeoises et au centre du monde de One Piece revêt une symbolique particulière. C'est le cœur du système, la jonction entre les différentes parties de Grand Line et de Red Line. D'ici, le gouvernement mondial et la marine, son bras armé, peuvent virtuellement parlant exercer leur autorité sur l'ensemble des terres et des mers du globe. C'est un point immuable, inéluctable, contrôler ce lieu, c'est contrôler le monde, et donc, le renverser reviendrait à renverser l'ordre mondial. Marineford... Ouais, mais Luffy... Mihawk, oh, mais Luffy, il a fait le taf, hein. Luffy, il est parti île judiciaire, ils ont tout cramé, il y a plus rien. Il est parti Impel Down, bon, ils ont pas tout cramé, mais ils ont tout fumé, il y avait quasi... Heureusement pour le GM, que Magellan, c'est quelqu'un. Et encore, à la fin, ils l'ont pull-up à plusieurs, en vrai. Et après, il est arrivé à Marineford, tout était cramé. Non, c'est chaud. Le GM, ils ont vraiment eu chaud. Hein. Un empereur et Luffy, qui a fait le taf dans les 2 autres arcs. Vous imaginez? Non, ça a failli être la fin pour eux. Ils ont failli tout perdre. Sengoku, ce type. Le théâtre d'une bataille susceptible de faire basculer l'équilibre mondial. Fait à noter, c'est la marine elle-même qui a... regardez-les. Décidé de... Regardez-les. Emmener la guerre à Marineford. Et l'homme le plus fort du monde, il est venu défier le monde. Ce n'est pas seulement parce qu'il s'agit d'une place forte, c'est aussi pour le symbole, le message que ça renvoie au monde. On mène le combat dans notre dernier bastion parce qu'on est sûr de nous, on représente Garp, ce type. La justice, un gouvernement fort qui ne capitulera jamais face aux pirates. Ainsi, la marine renvoie une image de confiance au peuple. Oui, parce que la bataille est diffusée un peu partout dans le monde en plus. La marine est confiante, sur le papier en tout cas. Parce qu'en réalité, quand t'es vraiment très confiant, tu ne dévoiles pas d'entrée de jeu l'ensemble de tes forces. Les 3 amiraux, les grands corsaires, tous les vice-amiraux, 50 navires... Les termes, et uniquement les termes, hein. Confiant, mais hein, à demi confiant. Parce qu'ils ont quand même tout ramené. Ils ont tout ramené et tout le monde. De guerre, 100 000 soldats, des géants, des antennes de... Même en vrai, Sengoku donne la réponse dès le début de l'arc. On a peut-être l'avantage en termes de nombre, mais on peut perdre. Parce que cet homme est l'homme le plus fort du monde, qu'il peut détruire le monde, et qu'il n'est pas venu avec des petits. Hein? D'artillerie. Ça indique aussi que l'ennemi qui va arriver en face, c'est pas Joel rigolo. Ça va être très sérieux. D'ailleurs, parlons-en de l'ennemi. Edward Newgate, a.k.a. Barbe Blanche, a.k.a. l'homme le plus fort du monde. L'un des 4 empereurs, les 4 pirates les plus puissants du monde. Papa, oh là là. L'un des derniers pirates de la génération de Roger, encore en activité. Une véritable légende vivante qui débarque avec 47 navires, ses commandants et ses milliers de pirates dans la baie de Marineford.
Barbe Blanche, qui débarque en légende, c'est tout un symbole. C'est le pirate le plus craint et le plus Regardez-le, la maladie mentale, il les a tous défiés. respecté du monde. Il a dit Sengoku, j'espère pour toi que Ace n'a rien, que sinon t'es dans la merde. Il avait chaud Sengoku, il avait pas trop envie de répondre. Il incarne le Il sommet était là, barbe blanche, pleure. de la piraterie. Il incarne le nouveau monde, un autre monde antagoniste à celui du gouvernement mondial. Un monde qui doit disparaître. Encore une fois, le fait que Marineford soit au centre de Grand Line n'est pas un hasard, parce que c'est réellement le monde entier qui est en... Oui, ça l'a appelé barbe viande parce qu'il faut un petit peu d'autodérision, que ce soit pour nous ou pour les personnages qu'on aime. Même les personnages qu'on aime beaucoup, il faut savoir vanner, rigoler. C'est rien de tout prendre à cœur. Mais, bien évidemment, il y a un mais. Il est arrivé devant Xebec, Xebec lui a dit « T'as rien à gagner, tu restes quand même ». Il a dit « Oui, après tout, c'est toujours toi qui paye ». On ne peut plus l'appeler barbe-viande. Maintenant, c'est interdit. L'autodérision, les blagues, c'est fini. Ça ne marche plus. Peu importe qui gagnera, le monde va basculer d'une manière ou d'une autre. Mais ce n'est pas le seul enjeu dans cette bataille, nous y reviendrons. Et il y a aussi, bien évidemment, Les enjeux, c'est mondial, hein. C'était pas... Parce que pour la marine, l'enjeu, c'était fumer barbe blanche, en profiter pour fumer Ace, et s'en sortir relativement bien. Mais de l'autre côté, ils ont quand même pris le risque de perdre leur QG, leurs meilleurs éléments, et au final, de tout perdre tout court. Luffy et les prisonniers d'Impel Down, qui comptent techniquement comme étant dans le camp des pirates, mais qui Et d'ailleurs, l'un des éléments les plus formidables de l'arc, c'est Sengoku. Vous vous rappelez quand il a fait son plan et tout? À la fin, il dit « Ouais, maintenant, on va exécuter Ace ». Et après, quand Barbe Blanche, il commence à taper quand Ace est mort, Sengoku, il se chie dessus et dit « Merde, maintenant qu'il n'a plus rien à perdre, on va peut-être tous crever ». Ah ouais, mais ça aurait été valable en fait si Crocodile n'était pas intervenu, si Luffy avec son Haki des rois n'était pas intervenu. Je sais pas, tu réfléchis, en réalité, Moi, de mon point de vue, Sengoku, c'est pas un mec très intelligent, c'est pas un aussi grand stratège qu'on nous le vend. Il a juste la chance de vivre dans un monde où il y a beaucoup de cons. C'est mon avis. représente autre chose. Nous y Parce que si Sengoku incarne le plus haut degré d'intelligence mondiale, bah putain, waouh. Il est temps de commencer cet arc. C'est parti. Le calme avant la tempête. Partie 2, le calme avant la tempête. Je pense que l'on peut considérer officiellement que cette guerre commence à partir du chapitre 550, et j'aime beaucoup la manière qu'a Oda d'ouvrir cet arc. Il choisit de quitter l'action pour se concentrer un moment sur le reste du monde, et notamment sur les gens lambda qui, comme nous, lecteurs, anticipent le début de la guerre. Il nous emmène à South Blue, où des marchands discutent avec des badauds au marché, se demandant si Barbe Blanche va réellement venir à Marineford. Puis à S Blue, où des bergers poursuivent la même discussion. À North Blue, des soulards implorent un tavernier de les laisser se saouler, vu que c'est la fin du monde. À West Blue, c'est un pirate beurré qui avertit les sceptiques que Barbe Blanche est encore à la hauteur de sa légende. Pour finir sur Grand Line, où des enfants s'amusent en récitant une comptine sur l'empereur. Barbe Blanche, un empereur vieux malade, par affronter 8000 empereurs, carrément la population prie pour que ça se termine relativement bien. Vous imaginez? Tellement la marine, c'est incroyable par rapport à Barbe... Ça prie carrément. Oda crée de Eh l'anticipation oui, c'est Barbe Blanche. On l'appelle pas l'homme le plus fort du monde pour rien. et installe la stature de Barbe Blanche. Un personnage Non, il y a plus de barbe... tranche de viande, barbe planche, c'est fini. qu'on ne connaît en T'as réalité lu le flashback comme moi, bordel? Tu l'as lu comme moi? T'as lu God Valley comme moi? On peut pas l'appeler barbe viande. Non, c'est fini. que très peu. Il montre aussi que le monde entier retient son souffle dans l'attente de cette bataille. Et du coup, nous aussi. C'est moi ça, tout le monde. Parce que Barbe Blanche est venue. Ils se sont dit c'est fini. Vous croyez Barbe Blanche c'est un petit par rapport au camp d'en face? Arrêtez les mecs. Il fait appel à un narrateur qui présente les forces en présence à Marineford. À chaque page, tu lâches un « Oh, dinguerie !» Et soudain, Bah voilà, quand je parlais de double page du coup, voilà toutes les doubles pages d'Oda l'amiral pour les présentations. en chef Formidable. Sengoku s'avance sur l'échafaud à la rencontre de Ace et révèle à la face du monde qu'il est le fils de Gold Roger, le roi des pirates. On apprend que sa mère, Portcase dit Rouge, pour le protéger, a emmené sa grossesse à plus de 20 mois. Ah là 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 là. Vous voyez, j'ai encore parlé, on va me dire non mais Rio, tu comprends pas. Accoucher. Tu comprends pas. Il a pas exfiltré parce qu'en fait, il pouvait pas, tu comprends pas. Secret avec l'aide de Garp et de mourir en couche.
enceinte pendant 20 mois. C'est-à-dire que Ace, il est né, il avait déjà presque... Putain, il a attendu 20 mois, cet enculé. Vas-y, 20 mois, on est vraiment chez les fous. 20 mois. Ou alors, peut-être qu'à sa décharge, il a un QI négatif. Peut-être il s'est dit... Une grossesse, c'est 28 mois. Peut-être dans sa tête, il est venu même avant. Peut-être qu'il faut lui dire alligato que c'est masse. T'imagines la taille du gosse. Tu m'étonnes qu'elle a pas survécu à l'accouchement. Le carnage. D'ailleurs, pour info, 20 mois, c'est le temps de gestation d'un éléphant. Et ben voilà. Un éléphant. Ben voilà, peut-être qu'à sa décharge, il a cru que Port Casse-Rouge était un éléphant. Peut-être. Écoutez. On apprend aussi que le gouvernement a fait exécuter tous les proches. Putain, il lui a dit, je te fais confiance. Il a pris le gamin, mais dans les arrêts de jeu. Plus ou moins lointains de Roger, en même temps que lui. Alors, sauf C'est... le roux, sauf Baggy, sauf Gaban, sauf Riley, sauf Crocus. Mais bon, ça démontre très clairement la volonté du gouvernement d'éradiquer toute filiation, directe ou indirecte, de Roger. Alors, je comprends l'idée de terroriser la population en essayant de punir tous les proches de Roger, familial. Ils ont exécuté tout le monde. Non mais tu comprends. Bizarrement, je comprends jamais rien en ce qui concerne toujours les mêmes personnages. Hein. Tu comprends pas. Amical. C'est parce qu'en fait, il était pas au courant. Ah, mais c'est bizarre, c'est lui qui a dit à Roger toutes les femmes en lien avec toi, on va les traquer, les exécuter. C'est lui qui l'a dit. Bon, ça, il est pas au courant. Ah, il est pas au courant. Bon. Peut-être qu'il est amnésique, le frérot, peut-être. Hein. Le voisin, pourquoi pas. Je comprends, parce que du coup, c'est le délire de terroriser les gens pour pas qu'ils aient envie d'avoir affaire à des pirates. Genre, faut pas en avoir dans ta famille, faut pas du tout interagir avec eux. Voilà, c'est un moyen de maintenir le contrôle. Au nom de la bleusaille, j'irai traquer chaque femme en lien avec le roi des pirates. Tout pour la bleusaille. Je comprends. Cependant, quand tu te mets à buter des femmes enceintes, des cousins, des cousines, des voisins... Non, mais tu comprends pas, ils sont du bon côté, tu ne comprends pas. Juste parce qu'ils ont un jour ne serait-ce qu'adressé la parole à Roger, comment tu fais pour passer pour les gentils? Quand c'est moi qui le dis, je ne comprends pas. C'est bizarre, hein? Parce que tu butes des innocents, en fait. Il a fait quoi de si terrible, Roger, pour que le peuple soit OK avec... Eh oui, les mecs, eh oui. Avec ça? Qu'est-ce qu'il a fait de si horrible pour susciter une telle haine de la population? On apprend aussi au détour d'un flashback de Garp que ce dernier entretenait une certaine amitié avec le roi des pirates. C'est par respect pour lui qu'il a accepté de protéger Ace et sa mère jusqu'à sa... Putain, par respect pour lui, et dans les arrêts de jeu, on va pas répéter ce qu'il a fait, hein. Mais il avait vachement beaucoup de respect pour lui, hein. Waouh. Naissance. Puis après en le confiant à Dadan. Gold Roger, le monstre, s'inquiète de la vie de son enfant. Pour lui, aucun enfant ne mérite de mourir. Ça sonne pas tellement maléfique. Et le pire, c'est que, vous voyez, il a hésité, il a dit non, je refuse. Ça, à la limite, il me dit ouais, il dit oui directement. Il dit oui, au nom de la justice, au nom de l'humanité. Parce que je suis du bon côté de l'histoire, mon monsieur. Non, il a dit t'es fou. Pourquoi? Jamais de la vie. Bah, je sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est un bébé innocent, ils vont le tuer. Je sais pas, non? Non? Ok. En acceptant, montre qu'il a conscience des travers de l'ordre qu'il représente. Il est depuis longtemps tiraillé entre la loi et ce qui est juste. Sengoku prétend ensuite à la face du monde que Barbe Blanche, connaissant l'origine de Ace, avait décidé de le prendre sous son aile pour en faire le futur roi des pirates, et que si la marine ne l'avait pas capturé, il serait sans aucun doute devenu le pirate Au nom de la bleusaille, le plus puissant de sa génération. Ce qui n'est pas j'irai traquer moi-même chaque femme enceinte au nom de la bleusaille. déconnant. Fils de Roger, comment Monsieur, ce ne sont que des femmes enceintes, elles n'ont rien demandé au nom de la bleusaille. de Barbe Blanche, J'en fais une affaire personnelle. pouvoir de Loggia ultra balèze, sur le papier, il a le pédigré pour peser grave. Pour la marine, l'éliminer maintenant, Ah, ils ont fait d'une pierre deux coups, hein. Ils exécutent lui, aux yeux de tous. Ils en profitent pour tuer Barbe Blanche. c'est séparer. Affaiblir la piraterie mondiale. Le problème, c'est que ça s'est pas passé comme prévu avec Barbe Noire. Un nouvel ennemi surpuissant à l'avenir, mais c'est aussi annihiler toute tentative de faire renaître une ère similaire à celle de Roger et Barbe Blanche, et ainsi mettre un coup d'arrêt définitif à la piraterie telle qu'on la connaît. Et c'est là que Barbe Blanche et son armada font leur entrée fracassante dans la baie de Marineford. Bordel, quelle scène, quelle puissance, quel charisme! Le Moby Dick qui émerge des flots majestueusement. Attention, pour rappeler au monde Fujitora qu'il n'est pas arrive! encore coulé et que maintenant, ça va chier.
Mais avant le début des hostilités, nous avons droit à un flashback sur le parcours d'Ace en tant que pirate, ainsi que sur sa relation avec Barbe Blanche. Ace s'est enrôlé dans la piraterie 3 ans avant Luffy. Il a monté l'équipage du Spade et s'est taillé une réputation à la vitesse de l'éclair. Il a même refusé de devenir un grand corsaire. Il a rencontré Shanks, l'idole de son frère, a affronté d'égal à égal Jinbei pendant 5 jours d'affilée, avant de subir une cuisante défaite des mains même de Barbe Blanche, qui, Barbe Blanche qui lui tend la main et qui lui dit « Tu veux combattre? Combat avec moi !» Non. au lieu de l'achever, lui a proposé de devenir l'un de ses fils. Alors bien sûr, Regardez-le. au début, Ace refuse. Regardez-le, il est choqué. Il est choqué, l'homme le plus fort du monde. Et continue d'essayer de le vaincre, mais peu à peu décide de se laisser adopter par l'équipage et de devenir l'un des fils de Barbe Blanche. Avec ce flashback, on prend conscience de plusieurs choses. Déjà, Tellement il l'a choqué. Ace, il a rien compris au film. Il a dit, je vais faire de Barbe Blanche le roi des pirates. Tellement il l'a choqué. Il veut pas devenir roi des pirates, Barbe Blanche, hein, il veut pas. Tout le monde sait qu'il ne veut pas et que pour lui, la relève, c'est Ace. Mais Ace, tellement il était choqué par la présence, la prestance, la puissance, l'aura, tout ce que tu veux de Barbe Blanche, il était choqué. Il a dit, tu seras roi des pirates. Luffy n'est pas le personnage principal de cet arc. Non, c'est Barbe Blanche et Ace. Luffy ne vient qu'en 3e. C'est un parti pris intéressant et aussi risqué. C'est l'arc avec les enjeux les plus importants à ce moment du manga. Et il est centré Les Mugiwara, de toute façon, auraient fait tâche. sur des personnages que l'on ne connaît quasiment pas. C'est un peu bizarre quand on y pense. Le choix d'avoir fait C'est mieux, ils sont en galère de leur côté, ils s'entraînent, ils deviennent plus forts, on le revoit après, comme ça c'est parfait. se séparer les chapeaux de paille, de suivre Luffy dans une espèce de quête secondaire, sans Senakama, puis au bout de sa quête, on s'intéresse beaucoup plus à d'autres personnages que lui. Voilà, regardez-moi cette descente de fou. Avec le recul que j'ai aujourd'hui sur l'œuvre, je pense comprendre la démarche. À Sabaody, les chapeaux de paille et Luffy ont été mis face à leurs limites. Ils ont fait la moitié du chemin de leur tour du monde et s'apprêtent à pénétrer dans le nouveau monde. Mais le manga ne peut pas continuer vers un nouveau monde sans avoir terminé l'histoire de l'ancien monde, duquel finalement, après plus de 50 tomes, on ne connaît pas grand chose en fait. Pour que l'on comprenne l'ampleur de ce qui attend Luffy dans ce nouveau monde, il faut qu'on prenne la pleine mesure de ce qui se joue déjà dans l'ancien, en changeant d'échelle, en quittant le microcosme du point de vue des chapeaux de paille et en dévoilant les enjeux réels de la lutte entre la marine et la piraterie. Tout en restant dans le délire de fin d'une ère que j'évoquais plus tôt, parce que c'est aussi la fin d'une ère pour Luffy et son équipage. C'est vrai qu'en parution, c'est beaucoup, mais par rapport à leur aventure, bon, ils ont fait tomber quelques ennemis intéressants et tout, mais ouais, ils étaient pas prêts du tout. Peut-être que le problème aussi, c'est le nombre. Tu sais, ils sont beaucoup, les Mugiwara. Tu prends un arc où tu fais, en combat final, tu donnes un chapitre entier pour un Mugiwara. Un chapitre entier de combat. Tu sais, il y a des combats qui en mériteraient même 2 ou 3, mais vas-y, tu te concentres sur un. Tu fais rien que un chapitre par Mugiwara, ça te fait déjà un tome entier. Vous imaginez un tome entier. Rien que si tu donnes un combat aux Mugiwara. C'est pour ça, tu sais, il y en a plein, ils disent ouais, les Mugiwara sont pas tous énormément développés et tout. Ouais, mais au bout d'un moment, faut bien avancer. Si t'arrives, tu mets 8 chapitres pour lui, 12 pour lui. Ensuite, avec ce flashback, je ne peux pas m'empêcher de me dire que finalement, Ace est peut-être un personnage bien plus intéressant que Luffy. Gueule pas tout de suite, laisse-moi t'expliquer.